d'hiver Shakespeare et Romer. Je souhaite considérer ici à la fois un texte littéraire et un film, non pas un film qui est une adaptation précise de ce texte, avec de fascinantes différences, mais un film qui est quelque chose comme un commentaire de ce texte. Je les distinguerai en maintenant leurs titres respectifs, le Conte d'hiver pour la pièce de Shakespeare, traduction canonique de The Winter's Tale, et Conte d'hiver 1992, sans article, pour le film de Romer. La pièce et le film sont apparentés au genre narratif, que j'ai appelé la comédie du remariage. Le fait qu'un tel récit se termine non pas comme dans la comédie classique par un mariage, mais par un remariage, signifie que le récit commence ou culmine par un divorce ou une séparation équivalente, en tout cas quelque chose qui n'est pas un simple malentendu, un défi ou une confusion, comme dans le songe d'une nuit d'été. Aussi l'aventure qui sera non pas simplement d'unir ce couple, ce qui s'était déjà produit, mais de le réunir, de le réformer, de le reformer, ne consiste-t-elle pas à triompher d'obstacles extérieurs à leur union, mais d'obstacles intérieurs? Ce que demande ce triomphe, ce n'est pas une réévaluation morale d'actions ou de décisions particulières qui se sont interposées entre eux, mais la révision et la transfiguration de leur mode de vie. Pour résumer en une formule, la dimension de moralité que soulèvent ces récits est celle du perfectionnisme émersonien. Ce triomphe sur un obstacle intérieur se manifeste dans le conte d'hiver comme ce que Loïc appelle une résurrection et qualifie de rocambolesque. Je relève, en un ultime geste de gratitude envers Northrop Frye, dont Anatomie de la critique me fit si forte impression au temps de sa parution, alors que je commençais à enseigner. Je le cite à la fin du premier essai que j'ai publié sur Wittgenstein, l'accessibilité de la seconde philosophie de Wittgenstein, en 1961, qu'il prétend que dans ce qu'il appelle la comédie ancienne, la femme du couple protagoniste subit quelque chose comme une mort et une résurrection. Frye oppose explicitement cela à l'exemple de la comédie hollywoodienne, sans préciser davantage, mais un équivalent de la résurrection ou de la renaissance est évident dans The Philadelphia Story, Indiscrétion 1940, lorsque Mike porte Tracy tirée d'une étendue d'eau dans ses bras comme un enfant et que Tracy relève la tête pour dire qu'elle n'est pas blessée mais morte, et dans The Awful Truths, cette sacrée vérité 1937, quand Lucy, disons par métampsychose, devient la sœur de son mari, Jerry. Et puisque le mariage, comme je l'ai soutenu, est une image de l'existence ordinaire ou quotidienne, le problème du couple est de transfigurer ou ressusciter leur vision de leur vie quotidienne, chose qui demande, selon les mots que je m'en souviens George Eliot fait prononcer à Daniel Deronda, la transmutation du moi, qui se passe tous les jours. La forme que prend cette transformation, je l'ai articulée comme le fait de reconnaître l'extraordinaire dans ce que nous trouvons ordinaire, et l'ordinaire dans ce que nous trouvons extraordinaire. On peut dire que la réfraction particulière que reçoit cette perception dans la méditation de Romer sur le conte d'hiver de Shakespeare est une interprétation ou une transfiguration de la patience fatale de la femme et de son impatience dans la bête dans la jungle et dans Letter from an Unknown Woman, lettre d'une inconnue, 1948. Puis, plus je revois Conte d'hiver de Romer, plus je m'aperçois qu'il contient de belles et surprenantes confirmations du type d'affirmation que j'ai avancé à propos du Conte d'hiver de Shakespeare, dans l'un des 6 essais consacrés à l'écrivain anglais, à ses tragédies principalement, que j'ai recueillies en volume en 1986. Au début de cet essai, je remarque qu'à la fin de la pièce de Shakespeare, il reste un enfant, mort de 5 ou 6 ans, dont rien ne nous est dit. Et j'ai l'impression que les plans répétés dans Conte d'hiver sur la petite Élise, 5 ans, seule dans le champ que la caméra de Romer intercale souvent, sont comme pour s'assurer de son existence. Pourtant, au début, j'ai eu du mal à croire que le film de Romer confirmait ainsi mes réflexions antérieures. La pièce de Shakespeare est coupée en 2 parties. La première comprenant les actes 1 à 3 et en fait une tragédie condensée qui revisite les intensités démentes de la jalousie de Cotello, interrogé déjà. La seconde partie, qui est un peu plus longue,
comprend les actes 4 et 5 et doit passer par la grande célébration pastorale de la nature. À l'acte 4, pour arriver à un retour transcendantal et quasi religieux de la réalité que la tragédie ou quelque chose d'approchant avait nié. À quel point ce retour est proche du religieux et dans quel sens? Voilà une question posée explicitement aussi bien par la pièce que par le film. Mon essai sur le conte d'hiver, qui prolongeait la préoccupation des autres essais sur la tragédie shakespearienne, met l'accent sur le scepticisme destructeur du monde qui s'est formé dans l'état d'esprit de Léontès dans la première partie de la pièce. Au contraire, le film de Romer semble pour ainsi dire sauter cette première partie et commencer par un résumé de la fête de fin d'été qui occupe un bourg de campagne dans la pièce de Shakespeare et constitue le plus gros de sa seconde partie. Romer transpose l'enjouement de ce cadre pastoral dans une séquence rapide d'images d'un couple qui batifole sur une plage pleine de monde, qui se photographie mutuellement, fait du vélo dans les bois, pêche, prépare le repas, fait l'amour, ce qui semble précisément éviter la partie où c'est la folie de Léontès qui mène à l'intrigue. Ainsi, avant d'en venir à la réponse ou peut-être à la concurrence que le film de Romer apporte à la pièce de Shakespeare, on peut même y trouver plus généralement une déclaration de la rivalité du cinéma avec le théâtre. Je voudrais simplement indiquer ce que j'ai soutenu sur la tragédie shakespearienne en rapport avec la préoccupation de la philosophie. Pendant une si grande partie de son âge moderne, pour les crises de la connaissance associées aux révolutions religieuses et scientifiques du XVIe siècle et du début du XVIIe, révolutions liées au nom de Luther, de Newton et de Galilée. On considère généralement que la philosophie commence avec Descartes et sa subjectification de l'existence, selon la vision que Heidegger a de la chose, montrant que le doute a le pouvoir de mettre radicalement en cause l'existence du monde, de moi et des autres, dans le monde, existence qui ne m'est récupérable qu'en reconnaissant que je ne puis douter que je pense, ce qui est renforcé par la découverte qui s'ensuit, que ma pensée reconnaît inéluctablement, porte pour ainsi dire le sceau de l'existence de Dieu. Une bonne part de la philosophie qui a suivi, de la philosophie professionnelle, universitaire en tout cas, a retenu le scepticisme, mais a perdu le chemin de Dieu, faisant de l'existence du monde le problème épistémologique persistant d'une connaissance perpétuellement injustifiée. Ce que j'ai affirmé au compte de la tragédie shakespearienne, c'est que dans la génération précédant l'inauguration par Descartes de la philosophie moderne, Shakespeare explorait déjà dans les personnages principaux de ces tragédies des figures dont l'énergie destructrice peut être vue comme issue de ce manque d'assurance épistémologique, mais visant dans chaque cas un thème différent, une voie différente par laquelle le fondement d'une vie semble céder devant un moment de doute, jetant le monde dans un chaos hostile et pitoyable. Dans le cas d'Othello, c'est un doute exprimé comme de la jalousie sur la fidélité de Desdémone. Dans le cas de Lear, le doute porte sur la question de savoir s'il est aimé. Dans le cas d'Hamlet, sur la valeur de l'existence humaine, sur la malédiction d'être né, d'être mortel. Dans le cas de Macbeth, sur l'identité ou la nature de sa femme. Dans le conte d'hiver, l'envie qu'a Léontès de tuer le monde, ce qui lui appartient du monde, naît de quelque chose qui ressemble à la jalousie dévorante d'Othello, mais qui se rattache plus directement, comme je le soulignerai, à une réaction à la grossesse de sa femme Hermione, qui s'exprime comme un doute pour savoir si ses enfants sont de lui. Mon essai sur le conte d'hiver élabore une argumentation pour soutenir cette lecture. Dans ce qui va suivre, je me contenterai de la reprendre et de la réaffirmer. La folie de Léontès est magnifiée quand elle nous est montrée, qui s'étend au doute sur la paternité de son fils âgé de 5 ou 6 ans, après s'être concentré sur l'enfant à naître qui est presque arrivé à terme dans le corps d'Hermione. Pour la grossesse actuelle, elle a du moins la grâce ou le malheur d'échafauder des preuves qui identifient un autre père, Polyxène, son ami d'enfance, revenu le voir depuis peu. Le fait que le conte d'hiver diffère des pièces, le scepticisme ne produit que de la tragédie, de sorte qu'on le classe traditionnellement dans les comédies romanesques, romances, de la fin de la carrière de Shakespeare, avec Périclès, Cymbeline et La Tempête, me semble marqué de manière spécifique par une particularité de ce qui sert de base à Léontès, pour douter si ses enfants sont de lui, qui, à la différence des doutes dans les grandes tragédies qui portent sur la fidélité plus généralement, ou sur le mérite d'être aimé, ou
sur la valeur de l'existence humaine, ou la nature du conjoint, n'est pas un doute auquel une femme est susceptible d'être exposée. De quoi cela aurait-il l'air, pour Hermione, de douter si ses enfants sont d'elle? Je prends bien soin de dire qu'il ne s'ensuit pas que les femmes en général ne sont pas exposées à ce que la philosophie appelle le doute sceptique, mais seulement que lorsqu'elles le sont, leur doute sur l'existence est susceptible de s'exprimer autrement qu'envers leur progéniture et par une émotion autre que le doute. Elles peuvent avoir de l'angoisse sur le père de leur enfant. Je soutiens que Romer révèle bien en réalité dans le personnage de Félicie une sorte de scepticisme qui se focalise sur des questions sur elle-même et qui est obscurément lié au sentiment de déception que les autres lui inspirent. Et qu'il est, lui aussi, vaincu par quelque chose qui ressemble à la foi, mais qui doit aussi être distingué de ce que nous pourrions attendre de la foi. Cela suggère que la première moitié tragique du conte d'hiver, de même que sa seconde moitié réparatrice, fait, après tout, l'objet d'une discussion dans le film. Mais si c'est le cas, alors quelque chose en étrangeté au monde de Félicie, appelons cela son entêtement, que tous ceux qui l'entourent ressentent chez elle. Cela semble une part de son charme aussi bien que de leur agacement ou de leur perplexité à son égard. Disons face à son mystère, son caractère inconnu, chose qu'elle ressent dans les réactions qu'elle suscite. Cet entêtement doit fonctionner dans son monde à peu près de la manière dont l'étrangeté extravagante et meurtrière de Léontès fonctionne dans le sien. Si l'on parvenait à l'établir, ce serait un résultat remarquable, puisque cela signifierait que les conséquences d'une action mélodramatique, tragique à laquelle nous soumet la folie humaine, sont partout actives à un niveau qui échappe à l'observation dans le monde de l'existence quotidienne, qui est le lieu de résidence immuable de Félicie. Dans mes diverses études du scepticisme en rapport avec Descartes, Hume, Kant, Wittgenstein, qui sont principalement développées dans mon livre « Les voies de la raison », le scepticisme s'oppose à ce que nous pouvons voir en réaction à la menace sceptique comme la vie ordinaire ou quotidienne. Le scepticisme fait irruption dans cette vie comme une hypothèse avec laquelle je ne puis vivre, que le monde, moi et les autres, me sont radicalement inconnus. Je dois trouver un moyen d'écarter ce doute, peut-être à travers ce que Pascal appelle le goût du divertissement, ou ce que Hume décrit comme le désir de sociabilité, ou ce que Kant appelle reconnaître les limites nécessaires de l'entendement humain, ou ce que Wittgenstein nomme les limites de mon langage. Mais si la suggestion de Romer est valide, nous penchant au scepticisme, disons à une connaissance qui dépasse les facultés humaines, ne sont pas annoncées à l'avance et peuvent se trouver à l'œuvre partout, introduites au milieu de l'inquiétude de vacances sur la plage, aussi bien que dans le travail de coexister chaque jour avec les autres quand on est rentré en ville, de marcher dans les rues avec eux, de monter et descendre des escaliers en leur compagnie, dans des tunnels, d'être assis avec eux dans des trains, des métros, des bus et des voitures.